Un sommet, celui du G5 Sahel demain à Nouakchott, sommet avec participation aussi du président français. Deux audiences pour le Premier ministre, il a reçu l'ambassadeur de Chine et l'ambassadeur d'Espagne à Mauritanie. La situation épidémiologique est 10 pays, 75 guérisons, 88 nouveaux cas et 2 décès. Voilà ce qui caractérise la situation d'aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est bien entendu, après, dans ce journal, nous aurons un invité. Il s'agit du secrétaire exécutif du G5 Sahel que vous voyez ici sur l'image. Nous allons bien entendu parler de ce sommet qui s'ouvre demain. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce lundi 29 juin 2020 à 21h30 que nous commençons par la diplomatie, bien entendu, avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue congolais à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani réitère à M. Félix Tshisekedi sa volonté sincère d'œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. La diplomatie, on y reste bien entendu avec le sommet du G5 Sahel et la France et plusieurs partenaires. Coup d'envoi donc demain à Nouakchott. 6 présidents vont participer à ce sommet. Il s'agit des 5 présidents du G5 Sahel. Ce sommet est présidé, vous le savez, par le président de la République, qui est en même temps président en exercice du G5. Donc 5 présidents du G5 Sahel, plus le président français. Un sommet qui se tient dans un contexte particulier marqué par la Covid-19. Un sommet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Bien sûr, les défis sont nombreux. Alors, les enjeux et les attentes de ce sommet avec Rabia Adida. Les enjeux du sommet du G5 Sahel de Nouakchott sont de taille. Ils s'accentuent autour de la mobilisation des fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire, le besoin d'un financement pérenne de la force conjointe du G5 Sahel. Cette rencontre est également un appel à la communauté internationale à soutenir les États concernés pour faire face à la crise humanitaire et sanitaire qui frappe le monde et le G5 en particulier, mais également accélérer la mise en œuvre des programmes d'investissement prioritaires dans la région du Sahel, la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires, l'appui au retour de l'État dans les zones de crise et l'aide au développement. La mobilisation de nouvelles ressources pour financer les plans nationaux de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la demande de l'élimination complète des dettes publiques des pays du G5 Sahel sont de mise. Le sommet s'attellera aussi à la recherche de solutions à la crise libyenne. La Mauritanie assure la présidence du sommet du G5 Sahel depuis février 2020. Afin de donner un nouvel élan au G5 Sahel et éradiquer la flambée de violences terroristes dans la région, la Mauritanie a mis l'accent sur la sécurité et la défense, la résilience, le développement humain, les infrastructures, le renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, ainsi que sur le renforcement de l'action diplomatique d'accompagnement. À cela s'ajoute la lutte contre la pandémie du Covid-19 comme dénominateur commun. De nombreux résultats ont été obtenus par le G5 Sahel, et ce grâce à un soutien des partenaires techniques, ce qui a permis la création d'une alliance pour le Sahel et l'acquisition des équipements et de matériel majeurs aux forces de défense et de sécurité nationale et à la force conjointe du G5 Sahel. L'installation et l'activation d'un poste de commandement interarmé de théâtre, 3 postes de commandement fuseau et un poste de commandement conjoint à Niamey. Le G5 Sahel a également réussi la conduite de l'opération d'envergure Sama et appuyer le retour de l'État dans certaines zones sensibles, la mobilisation des partenaires autour des problématiques de développement ainsi que le lancement de la réforme du secrétariat exécutif du G5 Sahel, l'activation d'un mécanisme conjoint de commandement entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. Le G5 Sahel a conduit plus de 20 opérations dans les fuseaux de la force conjointe et créé le collège de la défense du G5 Sahel et l'alignement de
98% des effectifs de la force conjointe, entre autres. Le groupe du G5 Sahel fait par ailleurs face à d'énormes défis sécuritaires et de développement. La menace de l'alliance des groupes terroristes et narcotrafiquants plane toujours. La pandémie de la Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales viennent s'ajouter à la fragilité des économies des pays du G5 Sahel. Pour rappel, les dirigeants des pays du G5 Sahel ont réaffirmé dans le communiqué qui a sanctionné leurs travaux en février à Nouakchott leur attachement à la consolidation de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la poursuite des efforts militaires communs en partageant les renseignements et l'échange de moyens. Voilà donc pour les enjeux de ce sommet qui se tient demain à Nouakchott. Et Rabia Adida l'a dit tout à l'heure, le groupe du G5 lui aussi fait face à beaucoup de défis. On va parler justement de ce groupe, une présentation avec Ndeye Saoussidi. Le groupe des 5 États du Sahel a été créé en février 2014 à Nouakchott en tant que groupement régional de coordination et de suivi de la coopération en matière de politique, de développement et de sécurité. Le siège du secrétariat permanent du G5 est basé à Nouakchott. L'organisation comprend 5 pays de l'espace sahélo-saharien, Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso. Partant de la complémentarité entre sécurité et développement, les 5 pays travaillent sur des objectifs généraux basés sur 2 axes, renforcement de la sécurité et de la paix dans la région et la mise en place d'une politique pour le développement durable à travers la lutte contre le terrorisme, le crime transfrontalier et le trafic des armes et de drogue. À cela s'ajoute la mise en place d'un programme, des priorités d'investissement et des projets structurants qui visent l'édification des infrastructures de base dans plusieurs domaines, dont les transports, l'énergie, les communications et l'eau, en plus de l'appui à la sécurité alimentaire, à l'économie pastorale et à la modernisation de la gestion démographique. L'accent a été mis sur la nécessité de la solidarité, la bonne coordination dans le domaine de la sécurité et sur le renforcement des politiques face aux défis et sur la dynamisation des outils de coopération avec les partenaires dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l'adaptation aux exigences de l'heure. Le G5 a décidé de former une force de 10 000 soldats pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme. Le groupe des 5 pays du Sahel coordonne ses activités à travers plusieurs organes, la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, le secrétariat permanent, le comité de défense et de sécurité et les comités nationaux de coordination. Un collège de défense a été créé à Nouakchott. C'est la première école militaire transfrontalière du monde. Cette école s'occupe de la formation des officiers des armées des 5 États membres du G5 Sahel. Voilà, merci Ndeye Saoussidi qu'on retrouvera tout à l'heure au cours de ce journal avec la présentation des différents pays du G5 Sahel. Maintenant, c'est le temps de nous tourner vers notre invité, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Maman Sambo Sediko. Monsieur le secrétaire exécutif, bonsoir. Vous m'entendez, monsieur le secrétaire exécutif? Moi, je vous entends très bien. Voilà, allez, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci bien. Voilà, alors à la veille de ce sommet, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce sommet qui se tient demain à Nouakchott? Merci infiniment. Écoutez, j'ai entendu les présentations faites par nos collègues. Elles sont complètes. Oui. Elles sont claires. Mais, comme on dit, répétition et pédagogie. Voilà. Alors, je voudrais, moi, avant de répondre directement à votre question, restituer ou remettre l'événement du sommet dans son contexte. Le 25 février dernier, le président Ghazouani a pris la présidence en exercice du G5 Sahel. En basant, il a une feuille de route très claire, précise, qui se base sur les fondamentaux de notre organisation. La sécurité, le développement, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, c'est évident, et contre la radicalisation, oui, avec la montée en puissance de nos forces armées nationales et de la force conjointe du G5 Sahel, mais sa vision va plus loin. L'extrémisme violent se combat avec la participation des populations, de nos populations, y compris la branche spirituelle et, disons, les leaders traditionnels. Avec notre jeunesse aussi.
à qui il faut donner de l'espoir, il faut redonner de l'espoir, Oui. parce qu'il y a des problèmes dans beaucoup de zones de notre espace, formation, emploi et une voie pour s'exprimer. Qu'il y ait emploi, du développement économique, c'est l'autre volet de notre stratégie de développement et sécurité et développement. Et mieux-être de nos régions et des couches les plus vulnérables. 2, le sommet de Nouakchott, qui est le suivi de la réunion de Pau en janvier, se tient en pleine pandémie du coronavirus. Ouais. Le plus facile aurait été simplement de reporter ce sommet parce que bon, c'est dangereux, la période n'est pas propice, etc. etc. Oui, monsieur le secrétaire exécutif, on va venir sur ces points, mais moi je vous ai posé la question des attentes. Ni le président Negassis, ni le président français, ni les pères du président Ghazouani, ni même certains comme le premier ministre espagnol qui se joint à eux, n'ont voulu cela. Ils ont voulu démontrer qu'il faut y aller parce que la pandémie ne doit pas nous faire reculer. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez aussi certainement remarqué que le président de la Commission de l'Union africaine sera là, la secrétaire générale de... Ça, c'était une question que j'allais vous poser sur les participants. Allez-y, je vous écoute là. Parce que moi, j'ai commencé par les attentes. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce sommet dans le contexte que vous venez de définir? Alors, il s'agit de maintenir, d'approfondir ce qui a été décidé à Pau. Depuis janvier, tous les 15 jours, chacun des chefs d'État du G5 Sahel a fait le suivi de Pau en présidant lui-même les réunions autour de lui, chacun d'entre eux, pour évaluer les progrès sur les 4 piliers qui étaient déterminés ou arrêtés à Pau. Je peux vous en parler rapidement, vos collègues en ont parlé d'ailleurs, mais pour ne pas faire long, on se penchera sur la lutte contre le terrorisme, qui se poursuivra avec détermination, sur le renforcement des capacités militaires des États, sur le retour de l'État et des administrations dans les zones fragiles, car le problème que nous avons, c'est que l'absence dans certaines de nos régions, en tout cas, en particulier dans ce que nous appelons le centre, le fuseau centre, Niger, Mali, Burkina, c'est que cette absence fait le lit des forces négatives. Quatrièmement, la mobilisation des ressources pour le développement de notre espace de 5 millions de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants. Vous le savez, en décembre de l'année de 2018, ici, nous avons une méga conférence où 2,4 milliards d'euros ont été annoncés par nos partenaires. Nous en sommes à 20% de recouvrement. Oui, c'est ça. Il y a du travail encore et évidemment, nous attendons à ce que les discussions nous permettent, entre chefs d'État, permettent de faire avancer les choses dans ce domaine et que les partenaires se mobilisent davantage et délivrent et ouvrent les caisses. Autrement dit, il faut tenir les promesses. Voilà, en clair, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Oui. Voilà. Et justement, à propos, tout à l'heure, dans la présentation que vous avez faite, avant de répondre à ma question, vous avez parlé des résolutions de Pau. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis? De façon précise, nous avions besoin d'équipements pour notre force conjointe. Nous n'avons pas tout, mais cela a avancé. Notre force conjointe est en mesure aujourd'hui d'avancer à des opérations en cours. Vous les avez citées, l'opération Sama, par exemple, au Mali. Sur le plan du renseignement, il y a un fuseau qui a été mis en place pour centraliser les informations et les partager. Il y a sur le plan du développement une plus grande implication, ce qu'on appelle l'Alliance Sahel, un certain 12 pays et des organisations qui nous soutiennent. Mais c'est là peut-être aussi que le bas blesse le plus. Sur ce plan, il y a énormément à faire. Il faut que... Par exemple que les fonds dont je parlais tantôt puissent entrer dans les caisses pour nous permettre d'avancer et surtout pour nous permettre de réaliser les choses sur le terrain. Parce que nous pouvons faire des annonces, nous pouvons avoir des réunions et tout. Si sur le terrain, les gens ne voient pas de l'eau, ils ne voient pas des aménagements hydro-agricoles, ils ne voient pas des centres de santé, ils ne voient pas des emplois dont je parlais tout à l'heure en ce qui concerne les jeunes, tout cela délégitimise nos États. Oui. Et donc, il faut qu'on passe au concret maintenant. Il faut un changement de paradigme qui fasse qu'on aille vers les collectivités territoriales et qu'on travaille à faire en sorte que les collectivités territoriales soient en charge et voient les changements s'opérer dans les régions au niveau des couches les plus vulnérables. Et vous pensez que le sommet de Nouakchott qui s'ouvre donc demain va faire bouger les choses ou bien tout simplement faire un constat? Le son est assez bas ici, excusez-moi. Oui. Le son, je vous entends mal. J'ai dit que vous pensez, vous m'entendez maintenant? Oui.
que le sommet de Nouakchott qui s'ouvre donc demain va faire bouger les choses ou bien on va se contenter tout simplement de faire un constat? Écoutez, à Pau, il y avait la France et 5 pays du G5 Sahel. Le 12 janvier, les ministres des Affaires étrangères de 45 pays se sont réunis ici. Ils se sont réunis en visioconférence, plus d'autres organisations. Il s'agit de lancer la coalition dont nous parlons. Je dis toujours qu'il y a une coalition du terrorisme dans le monde. Mais il n'y a pas de coalition, en tout cas en ce qui nous concerne au Sahel, de coalition contre le terrorisme. Et c'est à cela que nous sommes en train d'assister. Cette coalition est en train de se mettre effectivement en place. Et vous verrez demain qu'il n'y a pas que la France et 5 pays. Il y aura d'autres partenaires. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, comme Mme Merkel, la chancelière allemande, comme le Premier ministre italien, comme M. Guterres et d'autres, participeront en visiophone. Mais ici, sur place, vous aurez déjà les 5, la France, le Premier ministre espagnol qui a tenu à faire le déplacement, et notre organisation continentale sera également représentée. M. Faki sera ici, et Mme aussi Louise, la secrétaire générale de la francophonie, sera avec nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que la coalition est en train de se mettre en place, et à partir de ce moment-là, il faut penser que la solidarité que nous souhaitions, que nous appelons tous nos voeux, se mette en branle pour que la coalition contre le terrorisme et contre la pauvreté soit effective. Donc, c'est cela que nous attendons aussi du sommet de Nouakchott. Je pense que les idées sont assez claires au niveau de nos chefs d'État, au niveau de nos instances supérieures, pour faire avancer les choses, parce que le suivi a été fait de façon précise. Et donc, il y aura un huis clos intégral des chefs d'État où ils se diront les choses comme ça se doit, pour que ce ne soit pas une réunion de plus. Et donc, moi, j'ai espoir que nous avancerons sur ce plan-là. D'accord. Et ce sommet se tient, vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, se tient dans un contexte particulier, marqué justement par la Covid-19. À quoi on peut s'attendre face à cette épidémie? Alors, l'épidémie a un impact terrible sur la santé, notre santé à nous tous, c'est évident. Et nous attendons à ce que les plans de riposte de nos États soient soutenus et mieux soutenus. Dès que la pandémie a frappé l'espace G5 Sahel, le président en exercice du Conseil des ministres, le ministre de l'économie de Mauritanie, a écrit aux partenaires techniques et financiers pour demander leur soutien. Et ça a commencé à bouger. Par exemple, la Banque africaine de développement, notre banque à nous, nous a soutenu directement à G5 Sahel, secrétariat exécutif, pour que nous travaillions avec les pays, avec 22 millions de dollars. La Banque mondiale en a mis beaucoup plus. J'ai eu avant-hier une longue conversation avec la BADEA, avec notre frère Sidi Oulta, et la BADEA est en train d'arriver aussi. Je veux dire, il y a ça d'abord. Ensuite, la pandémie a quand même un impact terrible sur nos économies. Nos économies qui ont un caractère informel assez marqué. Pensez également à tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et je connais des régions, y compris dans mon pays, le Niger, où à cause de la fermeture des frontières, nous n'avons plus les denrées nécessaires pour faire face à la soudure qui est arrivée là déjà. La soudure est une période toujours difficile, même en temps normal. Ne parlons pas même de la contraction du produit intérieur brut de nos États, entre 7 et 8% pour certains. Donc nous sommes réellement dans une situation assez difficile qui sera présentée à nos partenaires, dont nos chefs d'État discuteront, je suis sûr, de façon assez forte, pour trouver les formules qu'il faut pour nous permettre de faire face à la situation. Sans compter, vous et moi espérons tous que les choses vont aller mieux et que nous pourrons voyager, que nous pourrons, dans notre cas, nous aller voir nos familles et les régions aussi. Moi, je voulais aller dans les Deux-Hautes, par exemple, où nous avons des projets énormes, mais je suis bloqué ici aujourd'hui. J'ai marqué hier sur mon calendrier, juillet, voyage dans les Deux-Hautes. Voilà. Je prie que ça se passe comme ça, Inch'Allah. C'est sur cette note d'espoir et sur ce souhait d'espoir, espérons-le, que on va terminer cette interview. C'était M. Maman Sambo Sedoukou, qui est le secrétaire exécutif du G5 Sahel, qui nous parlait des enjeux, des attentes, mais aussi de la situation dans laquelle intervient ce sommet du G5 Sahel, plus la France, plus d'autres partenaires, qui s'ouvre demain donc à Nouakchott, car la Mauritanie assure la présidence en exercice du G5 Sahel. Monsieur le secrétaire exécutif, merci pour toutes ces explications.
Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup. On se reverra, Inch'Allah. Je vous en prie et bonne chance donc pour les G5 Sahel et pour le sommet de demain. Donc 6 présidents, en tout cas, vont participer à ce sommet, d'autres partenaires, et nous allons vous présenter les pays respectifs de ces 6 présidents, à commencer par le Mali. Une présentation signée Bokar Baïleba. La République du Mali est située en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel. Elle est bordée par la Mauritanie à l'ouest, le Sénégal à l'ouest et au sud-ouest, l'Algérie au nord, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud et le Niger à l'est. Le Mali est un pays sans façade maritime, mais les fleuves Niger et Sénégal le traversent. La superficie du Mali est d'1 240 000 km². La population est d'environ 20 millions d'habitants, selon les statistiques de 2019. Bamako est la capitale du Mali. La monnaie officielle du pays est le franc CFA. Environ 90% de la population est musulmane. Le français est la langue officielle du pays. Le Mali a accédé à son indépendance le 20 juin 1960. Le Mali est une république avec un parlement unicaméral. Le pouvoir exécutif est représenté par le président et son gouvernement, le pouvoir législatif par l'Assemblée nationale. La République du Mali est membre fondateur du groupe des 5 du Sahel et membre fondateur de l'Union africaine. Le pays est membre des Nations unies et de nombreuses organisations internationales, continentales et régionales. L'économie du Mali est basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche fluviale, ainsi que l'exploitation de certaines ressources naturelles comme l'or, l'uranium et le sel. Les exportations les plus importantes du pays sont le coton, l'or et le bétail. Le PIB de la République du Mali est de 17 milliards de dollars américains en 2019. Le revenu moyen par habitant est d'environ 934 $. Voilà, merci Bokar Baïleba pour cette présentation de la République du Mali. Bokar, que nous retrouvons aussi pour d'autres pays. Mais en attendant, on va se tourner vers le Burkina Faso. Une présentation de ce pays avec Ndeye Saoussidi. Le Burkina Faso appartient à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel africain. Il est entouré de 6 pays, le Mali au nord, le Niger à l'est, le Bénin au sud-est, le Togo et le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. Le Burkina Faso couvre une superficie de 274 400 km². Sa population est estimée à 20 millions d'habitants selon les statistiques de 2020. La capitale du pays est Ouagadougou. L'islam est arrivé au Burkina Faso vers le 9e siècle. Le pays a obtenu son indépendance le 5 août 1960. Anciennement connu sous le nom de Haute-Volta, le pays a pris le nom actuel le 4 août 1984, décidé par l'ancien président Thomas Sankara. Le système de gouvernement du Burkina Faso est une république au régime présidentiel avec 2 chambres parlementaires. Le Burkina Faso est membre fondateur du G5 Sahel. C'est aussi un pays membre de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations unies et de nombreuses autres organisations continentales et internationales. Le pays a un climat tropical sec en hiver et pluvieux en été. Le Burkina Faso dépend d'agriculture pour son économie. Ses principaux produits sont le riz, l'arachide, le coton, le maïs, le millet, entre autres. À cela s'ajoute bien sûr l'élevage. Le produit intérieur brut du pays a atteint 14,8 milliards de dollars en 2019, tandis que le revenu par habitant a atteint 744 $. Voilà, Ndeye Saoussidi, je vous laisse respirer puisque je vais vous retrouver plus tard pour nous parler de la France. Maintenant, après le Mali et le Burkina Faso, nous allons vous présenter le Niger, une présentation signée Bokar Baïleba. Le Niger appartient à la région de l'Afrique de l'Ouest et se situe dans la région du Sahel africain. Il est bordé à l'est par le Tchad, au nord par la Libye, au nord et nord-ouest par l'Algérie, au sud par le Nigeria et le Bénin et à l'ouest par le Burkina Faso et le Mali. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Le Niger fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO
et de l'Organisation de la coopération islamique. Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole. En 2019, le produit intérieur brut du pays était d'un peu plus de 9 milliards de dollars. Sa superficie totale est de 1 267 000 km². Le Niger compte plus de 22 millions d'habitants. L'islam est la religion de la majorité de la population du pays. Le climat au Niger est tropical, sec et désertique, à l'exception du sud très humide, où règne le climat soudanais aux confins du bassin du fleuve Niger. Sa capitale est Niamey, sa monnaie officielle est le franc CFA. La République du Niger est membre fondateur du G5 Sahel. C'est aussi un pays fondateur de l'Union africaine et appartient à de nombreuses organisations internationales, continentales et régionales. Voilà, Bokar, vous restez avec nous pour nous parler d'un autre pays membre du G5 Sahel qui est à cheval entre le Sahel et l'Afrique centrale. Vous l'avez compris, il s'agit du Tchad. La République du Tchad est située au centre du continent africain dans la région du Sahel. Ce pays enclavé est bordé au nord par la Libye, à l'est par le Soudan et la Centrafrique au sud, à l'ouest par le Niger, le Nigeria et le Cameroun au sud et au sud-ouest. La superficie du Tchad est d'1 284 000 km² et sa population est d'environ 15 millions d'habitants selon les statistiques de 2018. La capitale N'Djamena est la plus grande ville du pays. Quant aux langues officielles, elles sont l'arabe et le français. La République du Tchad a obtenu son indépendance le 11 août 1960. La monnaie du pays est le franc CFA. Le pays en régime politique républicain. Le pouvoir législatif est détenu par un parlement à chambre unique, l'Assemblée nationale. Le Tchad est membre fondateur du groupe des 5 au Sahel et membre de l'Union africaine, ainsi que de nombreuses organisations continentales et internationales. Le climat est désertique au nord, semi-désertique dans la zone aride au centre et tropical au sud où la savane soudanaise est la plus fertile. Le lac Tchad, d'où le pays tire son nom, est la deuxième plus grande région humide d'Afrique. L'économie du Tchad est basée principalement sur la production agro-pastorale, en plus de l'exportation du pétrole. Le PIB du Tchad était de 11 milliards de dollars en 2019, avec un revenu moyen par habitant de 888 dollars américains. Voilà donc pour la présentation des pays, des 5 pays, des 4 pays du G5 Sahel qui vont participer à ce sommet demain. La France y participe également. La présentation de ces pays européens, on retrouve Daïssa Ossidi. La France est un État souverain transcontinental dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Ce dernier a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les 2 principautés d'Andorre et de Monaco. La France dispose aussi d'importantes façades maritimes sur l'Atlantique et la Méditerranée. Son territoire ultramarin s'étend dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, ainsi qu'en Amérique du Sud, et a des frontières terrestres avec le Brésil, le Suriname et les Pays-Bas. Fruit d'une histoire politique longue et mouvementée, la France est une république constitutionnelle, unitaire, ayant un régime semi-présidentiel. Son principe constitutif est la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle a pour capitale Paris et pour langue officielle le français depuis 1539, remplaçant le latin. Ses monnaies sont l'euro depuis 2002 dans la majeure partie du pays et le franc pacifique dans ses territoires de l'océan Pacifique. La France tire son nom des francs peuples germaniques qui a institué les premiers fondements de son État sur les bases de la Gaule romaine. Du milieu du XVe siècle au milieu du XXe siècle, elle possède un vaste empire colonial à partir des années 1950 et elle est l'un des acteurs de la construction de l'Union européenne.
La France est avec un PIB nominal de 2 775 milliards de dollars US en 2018 selon le FMI, la troisième économie européenne derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elle figure parmi les leaders mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des produits de luxe, du tourisme et du nucléaire. Voilà, merci Ndaï Sao Sidi pour cette présentation et on va terminer avec les G5 Sahel par l'une de ces créations, c'est le Collège de défense, donc dont le siège se trouve à Nouakchott, un collège qui a déjà fait sortir plusieurs promotions d'officiers, un collège qui est en fait une première du genre. C'est un reportage de Mamadou Gueye. Le Collège de défense du G5 Sahel est un véritable projet régional et la première école de guerre transnationale dans le monde. En effet, les 5 États ont ainsi décidé de coopérer au cœur d'une mission régalienne, la défense et la sécurité, pour créer une école de formation de haut niveau. Par naissance régionale et internationale, cette école est un creuset de cadres pour les États du G5 Sahel. Elle est la concrétisation de la volonté politique des chefs d'État du Sahel de conjuguer les efforts de nos pays dans les domaines sensibles que sont la défense et la sécurité, pour mettre en place un outil commun de formation supérieure des élites militaires, à même d'assurer à nos armées une ressource humaine de qualité ayant une vision, une approche méthodologique commune, et à même d'agir contre un même ennemi et sur le même théâtre d'opération. Mais comment est née cette idée de doter nos pays d'un outil de défense et de sécurité apte à faire face aux défis et enjeux sécuritaires actuels et futurs de la sous-région? À l'origine, c'était un projet mauritanien, décidé en 2013 dans le cadre de la politique nationale de remise à niveau de l'outil de défense et de sécurité, afin d'outiller les forces armées mauritaniennes de cadres supérieurs dans le cadre de la stratégie pour contenir la menace terroriste à laquelle se trouvait à l'époque confronté notre pays. L'étude a été faite en 2013 et le financement obtenu auprès des Émirats arabes unis, que je remercie au passage, et les travaux d'édification de cette infrastructure ont commencé à l'époque. Ont commencé en 2014. En ce moment-là est né le G5 Sahel. C'est pour dire que le projet a démarré avant l'existence du G5 Sahel. Quand le G5 Sahel a été créé, et comme il comporte, vous le savez bien, un pilier défense et sécurité, et pour donner existence effective à ce pilier sensible, compte tenu de l'emprise sécuritaire au Sahel, la Mauritanie a décidé de mettre gracieusement ce projet à la disposition du G5 Sahel pour en faire un collège de défense G5 Sahel. Et depuis lors, c'est devenu le collège de défense du G5 Sahel. Se fondant sur la connaissance historique de la stratégie et sur la connaissance de son armée et des autres armées du G5 Sahel, l'école de guerre construit l'esprit de coopération interarmée du stagiaire et le forme à son futur métier de décideur et chef militaire. En d'autres termes, il s'agit de former les futurs chefs militaires des armées, des gendarmeries et des gardes dans l'ensemble de leurs responsabilités interarmes, interarmées et interministérielles à travers des enseignements opérationnels, techniques et académiques. Parmi les objectifs que vise ce collège, d'abord favoriser la coopération des 5 armées, améliorer la formation des officiers et ainsi renforcer l'efficacité des actions de lutte contre le terrorisme et contre les crimes transnationaux. Mutualiser une formation longue et coûteuse, répondre aux besoins en officiers brevetés des forces de défense et de sécurité des 5 pays, améliorer l'interopérabilité au sein de la force conjointe qui est le bras armé du G5 Sahel. Je précise que le collège est un pourvoyeur de la force conjointe en cadre supérieur destiné à armer les différents états-majors, que ce soit le PCIAT ou les états-majors des PC de bataillon. Enfin, participer à la réflexion au niveau stratégique autour des grandes problématiques de défense et de sécurité dans l'espace du Sahel. Le calendrier académique de 10 mois comprend
la méthode globale de planification opérationnelle qui permet d'acquérir une méthode de résolution de situations complexes et sa mise en application au cours d'exercices d'entraînement, et cela grâce à des plateformes d'enseignement à distance, d'exercices en temps réel et de Team Microsoft. En plus de l'enseignement opérationnel qui constitue le socle de la formation des futurs chefs militaires, le collège assure désormais un enseignement académique en défense et relations internationales. Les actions stratégiques sont en cours pour la sortie de crise et la réforme du secteur de sécurité démontrent l'importance d'une stratégie collective et plaident pour une coopération militaire et sécuritaire plus efficiente. Encore, non seulement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, mais aussi contre la pandémie de coronavirus qui n'épargne aucun coin du monde. Le collège envisage de servir de cadre pour un travail d'unification des doctrines et des méthodes au niveau du G5 Sahel. Il vise à devenir un pôle de réflexion et d'études stratégiques capable de contribuer à trouver des solutions aux défis sécuritaires et de développement dans l'espace du G5 Sahel. Il envisage de devenir à court terme un centre d'études stratégiques et enfin de devenir un centre d'excellence de l'Union africaine. Voilà donc pour ce collège du G5 Sahel basé ici à Nouakchott. Merci Mamadou Gaye, on a fait ce reportage à l'occasion donc de ce sommet du G5 Sahel, plus la France et d'autres partenaires qui se tient demain ici à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République et président en exercice du G5 Sahel. L'actualité, c'est aussi ces audiences du Premier ministre, des audiences accordées aujourd'hui. Ici, la première de ces audiences, celle accordée à l'ambassadeur de Chine, M. Zhang Yanguo. L'occasion pour les deux hommes de discuter des relations qui unissent la Mauritanie et la Chine. Il a été également question des moyens de renforcer et de développer ces relations. Vous le voyez, l'audience s'est déroulée en présence de M. Sidi Ould Moulay Zeine, directeur des cabinets du Premier ministre. La seconde audience accordée par M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, Premier ministre, donc, est celle accordée à l'ambassadeur de l'Espagne. On doit voir les images. Eh bien, les voilà. L'ambassadeur d'Espagne, c'est M. Jesus Ignacio Santos Aguado. Les deux hommes ont profité de l'occasion pour discuter des relations de coopération entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne, tout comme ils ont évoqué les questions d'intérêt commun pour les deux pays. L'audience est déroulée, bien entendu, en présence de M. Sidi Ould Moulay Zeine, directeur des cabinets du Premier ministre. Autre aspect de cette actualité, bien entendu, c'est le point quotidien sur la situation épidémiologique, ce point de presse organisé par le ministère de la Santé. Cette situation épidémiologique qui évolue, qui joue, si vous voulez, au yo-yo, ça descend, ça monte, plutôt ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, ainsi de suite. Alors, on va voir comment cette situation a évolué ces dernières 24 heures par rapport à celle qui a prévalu hier, et tout cela en compagnie du directeur général de la santé publique, M. Dr Sidi Ould Zahaf. La situation épidémiologique est caractérisée ce jour par l'enregistrement de 88 nouveaux cas, tous des cas contacts. On a enregistré également 78 guérisons et on déplore le décès de 2 malades suite à cette maladie. Yarhamumullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 4237, dont 4006 de contacts, 133 de cas communautaires, 98 de cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 1497 et les décès 128. Les cas actifs sont aujourd'hui au nombre de 2612, dont 2238 sans symptômes, 361 avec des signes légers et 13 nécessitant un suivi rapproché. Quant au nombre de tests effectués,
Ils sont aujourd'hui au nombre de 585, dont 136 tests de suivi, 449 de diagnostic. Et le nombre de tests en total qui a été fait jusqu'ici a atteint 39 983 tests. Pour les dernières 24 heures, les tests effectués se répartissent ainsi qu'ils suivent entre les régions. 3 du Hod Sharqi, 3 de la Saba, 16 du Gorgol, 6 du Trarza, 2 de l'Adrar, 42 de Nouadhibou, 7 du Tagan, 12 du Guidimara, 11 de Tir-Zemour, 170 tests de Nouakchott-Ouest, 174 du Nord et 139 du Sud. Le nombre de cas nouveaux se répartit ainsi qu'il suit. Un cas de Kankossa, 4 de Monguel, un cas d'Alek, 1 de Magpal Hajar, 6 d'Ixar, un cas de Sebra, 28 de Tevrak Zena, un cas de Darnaïm, 6 de Teherit, 10 de Toujounine, 14 de Arafat, 9 cas d'Elmina et 6 cas à Riyad. Voilà donc pour les chiffres qui caractérisent aujourd'hui la situation épidémiologique du pays. Le directeur général de la santé, le DGS, comme on dit là-bas au ministère de la Santé, en a profité pour rappeler la nécessité de respecter les mesures préventives, et cela après avoir donné certaines précisions relatives à la stigmatisation des personnes guéries de la COVID-19. Une certaine stigmatisation de ces personnes guéries de cette maladie. Certains veulent poursuivre leur isolement. Certains ont peur d'entrer en contact avec eux. Certains même les indiquent avec une certaine stigmatisation. Ceci est inacceptable. D'autant plus que sur le plan médical, sur le plan scientifique, ces personnes ne représentent plus aucun risque. Par contre, le risque, vraiment le risque le plus important est plutôt chez les personnes porteurs de ce virus qui ne le savent pas et personne ne le sait. Personne ne sait qu'ils portent ce virus et effectivement, ils sont contagieux, ils peuvent contaminer leur entourage. Ce sont ces personnes qui constituent un risque et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les mesures de protection, les mesures qui ont été préconisées visent à protéger tout le monde, chacun de l'autre, parce qu'on ne sait plus qui est qui par rapport à cette infection. Et donc, ces personnes-là, avant leur sortie et la déclaration de leur guérison, 2 tests leur ont fait. Ces tests consistent à faire des prélèvements à partir d'inné ou à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Et donc ces prélèvements sont multipliés des milliers de fois pour chercher des particules du virus. Et seulement quand on fait ce test 2 fois, sans trouver aucune particule du virus, qu'on déclare la personne guérie. Donc ces personnes, après leur guérison, ils ont aussi une période d'immunité contre ce virus. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas développer l'infection pendant une certaine durée qui reste encore sous étude, mais c'est clair qu'au moins pendant 2 mois, ces personnes ne développeront pas une nouvelle infection. Donc ça veut dire que ces personnes ne représentent pas des risques particuliers liés au fait qu'ils ont été malades, mais plutôt ils représentent le risque que représente n'importe quelle autre personne qui, par inattention, peut toucher des espaces contaminés par d'autres personnes qui sont, elles, infectées et excrètent le virus. Et donc, quand elles touchent ces espaces, leurs mains sont abîmées, sont contaminées, et donc ils peuvent transmettre le virus à travers ce contact, et pas à travers l'éternuement ou la toux, comme le font les personnes qui portent le virus en phase d'infection. Alors, je rappelle encore une fois que les personnes guéries représentent le moindre risque pour les autres, surtout que si elles respectent les mesures préconisées, et donc, c'est-à-dire la distanciation, le lavage des mains et le port des masques en milieu public.
Le docteur Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé publique, c'était le point de presse de ce soir, caractérisé donc par 78 guérisons, 88 nouveaux cas et 2 décès. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec l'actualité et les activités de plusieurs ministres, notamment le ministre des Pêches et de l'économie maritime, qui était à Nouadhibou. Il a présidé là-bas une réunion de concertation avec les opérateurs dans le secteur de la pêche. Alors, que vise cette réunion de concertation? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants permanents dans notre capitale économique, Mohamed Ali Ould Salik, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Bokar Bailaba. Investir efficacement dans le secteur de pêche et de l'économie maritime, l'un des secteurs les plus promoteurs. Telle est la quintessence de la réunion du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Nani Ould Chouroukha, avec les acteurs du secteur halieutique à Nouadhibou. Et c'était en présence du wali du Dakhlit Nouadhibou ainsi que d'autres autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Ainsi, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a indiqué que sa visite a pour but d'établir un cadre de concertation avec les acteurs sur la situation du secteur halieutique en raison de ses répercussions sur l'économie nationale en général et dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie du secteur en particulier. Nani Ould Chouroukha a précisé qu'il s'agit là d'une richesse halieutique renouvelable, mais cela nécessite un investissement compatible avec ses perspectives promoteuses. Il a souligné que la nouvelle stratégie déjà prête a été élaborée en concertation avec tous les partenaires du secteur, annonçant qu'elle sera soumise prochainement à l'approbation du gouvernement. Il a rassuré les opérateurs que les performances du secteur sont remarquables malgré les effets de la pandémie du Covid-19. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rappelé l'importance du sous-secteur de la pêche artisanale en dépit des efforts consentis et qui reste en deçà des attentes, soulignant la nécessité d'une coopération pour que ce secteur soit mieux structuré afin de le rendre plus rentable. Autre intervention, c'est celle faite par le wali de Dakhlit Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, qui a souligné l'importance du secteur des pêches et des efforts déployés par l'État pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19. Plusieurs opérateurs dans le secteur halieutique se sont relayés pour souligner la grande place qu'occupe la pêche dans l'économie nationale. Ils ont en outre mis en exergue la nécessité de conjuguer les efforts afin de renforcer la commercialisation des produits halieutiques mauritaniens sur le marché international. Les opérateurs ont par ailleurs énuméré les problèmes auxquels ils sont confrontés, espérant que cette visite permettra d'aplanir les difficultés les plus épineuses. En réponse, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a déclaré que toutes les interrogations formulées par les opérateurs économiques sont d'une grande pertinence, précisant que seule la mutualisation des efforts permettra d'inscrire le secteur dans le registre de la performance et de la compétitivité. Voilà pour cette réunion de concertation avec les opérateurs dans le secteur des pêches. C'était à Nouadhibou, une réunion présidée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Son collègue de l'équipement et des transports, lui, poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Objectif de cette tournée, s'informer sur la situation, l'état des infrastructures routières dans la perspective de la saison des pluies. On s'intéresse ce soir à la troisième étape de cette tournée avec notre envoyé spécial Moutali Sadek, dont le reportage est revu en français par Abdelrahman Hamad. La troisième étape de cette tournée du ministre de l'Équipement et des Transports était les wilayas de la Saba et du Haoud al-Gharbi, où il s'est inquiet de l'avancement des travaux au niveau du tronçon Kifa Boumdeid et au niveau du tronçon Zravia Tamchekot. Elle est en conformité avec les critères techniques définis par le laboratoire national des travaux publics. Mohamed Ahmedou Lemhaïmid s'est informé également sur le niveau de réhabilitation du réseau routier dans la zone Bertelma. Dans une déclaration à El Mauritania, le ministre a affirmé que le niveau d'avancement des travaux au niveau du tronçon Kifa Boumdeid est de 90%.
Au niveau de la route Zravia-Tamshukut, le ministre a indiqué que les travaux sont réalisés à 50%. Il a précisé qu'il a donné des instructions aux responsables de la mise en œuvre de ces deux projets pour accélérer le rythme d'exécution des travaux pour les achever dans les délais impartis dans le but de désenclaver cette zone. Les équipes sont à pied d'œuvre pour achever les travaux avant l'hivernage et les réaliser conformément aux règles de l'art. La réalisation de ces routes importantes aura un impact significatif pour l'amélioration des conditions de vie des populations et aussi le développement économique dans cette zone. Voilà pour la tournée donc à l'intérieur du pays du ministre de l'Équipement et des Transports. L'actualité sociale à présent avec la Journée nationale des handicapés. Elle a été célébrée aujourd'hui, une cérémonie présidée par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'objectif de cette journée et sous quel thème elle a été célébrée cette année? Élément de réponse avec Abdul Ademeba. Créer des opportunités d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap, tel est le thème de cette journée nationale des personnes en situation de handicap. L'objectif de cette journée est de promouvoir les droits et le bien-être des personnes victimes d'handicap au niveau de toutes les sphères de la société. Les autorités du pays restent déterminées à continuer à faire avancer et consolider le travail de maillage pour optimiser l'action publique en faveur notamment de l'extension de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au secteur public et même privé qui décuple désormais les possibilités d'insertion dans le monde du travail. Une société plus inclusive, c'est évidemment et bien sûr une société accessible. Nous sommes en train donc de travailler sur un arrêté conjoint afin d'élaborer un rapport présentant des solutions pour faire face aux défis de l'accessibilité. L'objectif est d'avancer de manière méthodique pour trouver des solutions adaptées qui prennent en compte les besoins de tous les citoyens et ses visiteurs en donnant la priorité aux plus vulnérables. Par la suite, le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes en situation de handicap, Lehbous Boulelid, a souligné que le gouvernement a soutenu et accompagné de façon sincère et désintéressée l'organisation qu'il préside. Il a par ailleurs affirmé que les stratégies pertinentes et inclusives du président de la République ont permis d'accroître l'aide apportée à ces franges de la population. Madame Nene Oumou Defakan, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a au cours de ces rencontres signé une convention de financement avec 3 structures nationales de microfinance d'un montant global estimé à 13 200 000 MRU. Ces 3 conventions vont être mises en œuvre avant la dernière semaine du mois de juillet et vont bénéficier à 440 personnes en situation de handicap qui sont porteurs de micro-projets. Au cours de ces rencontres, les personnes titulaires d'une assurance ont reçu leur prise en charge de la CNAM en plus des cartes de personnes en situation de handicap. Elle a par ailleurs aussi été marquée par la distribution de vivres à 500 familles démunies et 5 400 000 MRU au profit de l'insertion